Pourquoi il n'y a pas eu de concurrence? Est-ce qu'il n'y a que le Rwanda qui détient l'expertise qu'il nous faut pour développer l'agriculture dans notre pays? Et ça aussi, c'est un problème que nous avons dénoncé. On a bien voulu, si effectivement nous voulons développer le secteur agricole dans notre pays, qu'on lance un appel à concurrence, que plusieurs pays se prononcent, plusieurs investisseurs devraient se prononcer. Pourquoi avoir fait un choix de façon délibérée, un choix unilatéral, et on choisit un partenaire qui ne nous honore point, qui n'a pas une bonne image au niveau de l'Afrique centrale aussi. Nos amis de la RDC, chaque jour, ne cessent de revenir sur cette affaire-là. Et donc, pour nous, ça n'a pas été un bon choix et nous avons donc demandé au président de la République de se retirer purement simplement de cet accord. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous apprenons que les Rwandais vont bientôt, peut-être qu'ils sont même déjà là, on a signalé leur présence un peu partout dans le pays et ça nous inquiète. Évidemment, donc, vous disiez là des accords qui, de bout en bout, violent la constitution congolaise. Vous avez rappelé l'article 219, il y a 217 aussi, 53, 44, article 5 pour ceux qui voudront bien sûr aller consulter évidemment la constitution congolaise du 6 novembre 2015 pour mieux comprendre ce qui se passe. Alors, Chris Belvidongui, je reviens vers vous, vous qui étiez sur le terrain, bien entendu. Quelles sont les zones que vous avez visitées et qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Nous avons visité la zone de Madingu, là qu'il y avait l'ex-Socotran. Vous allez constater qu'il y a même des maisons érigées déjà de ces Rwandais. Il y a la zone notamment vers Yomba également qui est déjà occupée, de l'autre côté du Niadi, non loin de là qu'il y a eu des appels de ces mamans, ou même ces derniers aujourd'hui ont déjà même, je vous informe que ces derniers ont déjà fait une récolte, ont déjà récolté du soja. Donc c'est pour dire que quand le préfet dit que c'est des cas isolés, non, c'est dans la mise en œuvre carrément de cet accord qui est anticonstitutionnel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver en compagnie de Chris Belvidongui, militant des droits humains, membre du mouvement Ras-le-Bol, et de Franck Tchibinda, directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH, pour évoquer l'affaire des terres congolaises cédées aux Rwandais avec ce qui se passe actuellement à l'UTT. Acte isolé, estime le préfet de la Bouenza, ballon d'essai pour les observateurs de la vie politique congolaise qui pensent que c'est là une manière pour ce régime de tester la population congolaise et voir comment elle va réagir face à cette aventure de très mauvais goût, les accords notamment passés entre Sassou Nguesso son fils et la société Crystal Venture, le bras financier de Paul Kagame. On en parle donc aujourd'hui avec mes invités. Bonjour Chris. Bonjour Monsieur Christian Perrin. Merci d'être avec nous sur TLR TV. Bonjour Franck. Bonjour Christian. Merci de votre disponibilité à cette interview. Bienvenue aussi à ceux qui nous ont rejoints pour la première fois sur TLR TV. Mesdames, Messieurs, faites comme les autres, les petits gestes, cliquez, partagez l'émission. À la fin, vous nous direz ce que vous pensez de cette émission. Je suis Christian Perrin. Vous avez probablement constaté que ma voix est enrouée, un petit cafard est passé par là, mais cela ne va pas nous empêcher de faire notre travail. On va continuer. Alors, avant de commencer donc notre émission, je vais proposer à mes invités de suivre un extrait d'une interview accordée par le préfet de la Bouenza et on reviendra sur ce plateau pour que vous nous disiez ce que vous en pensez. Suivez. Il y a eu énormément de bruit autour de ça, que le Congo aurait vendu une partie de son territoire au sujet rwandais. Et nous avons été témoins des explications qui nous ont été fournies par les acteurs sur le terrain. On a compris qu'il y a effectivement un sujet rwandais qui est passé ici, qui a dû profiter de la naïveté
et de la pauvreté aussi des pauvres paysans, notamment le chef de famille Kinanga, où il leur a fait miroiter beaucoup de choses et sans aucun contrat et tout, a donné 1 million et a voulu travailler tout en chassant naturellement les gens qui étaient sur l'espace concerné. Et nous avons fait la démonstration aux paysans que d'abord nous sommes dans un pays où il y a une loi qui est claire sur l'occupation et l'acquisition des terres du domaine rural. Les dispositions sont claires, mais malheureusement, elles n'ont pas été respectées. C'est vrai que la famille est détenteur de l'arrêté de propriété de ces terres, mais la loi est claire sur l'acquisition. Il est notamment dit que toute acquisition des terres du domaine rural par toute personne étrangère non établie au Congo est nul et de nul effet. Or ici, nous avons vu que le Rwanda en question, il n'est même pas établi au Congo, et ensuite c'est un sujet étranger, et en plus il n'y a aucun contrat de location ou d'acquisition avec la famille Kinanga. Il y a juste un papier de dépôt de 1 million, et au regard de ces dispositions, nous avons tout simplement pensé que son acte est frappé de nul, est nul et nul et de nul effet. Et donc, par conséquent, nous avons demandé aux populations de reprendre leurs activités. Et au moment où ils reprennent les activités, il faut aussi noter que ce fameux Rwandais a eu à détruire certains champs. Et là, il est responsable de ce qu'il a fait parce que l'accès aux terres était illégal. Et donc, ce qui s'est passé par la suite est aussi illégal. Et donc, nous avons instruit les cadres de l'agriculture pour faire le point de ce qui a été détruit. Et le Rwandais et la famille qui a donné gracieusement ces terres à ce Rwandais vont supporter les conséquences. Et nous avons donc appelé aussi les populations à beaucoup plus de sérénité, à beaucoup plus de calme. Nous avons un pays où son Excellence Denis Sassou Nguesso, le président de la République, chef de l'État, tient à la paix. Et les populations n'ont donc pas à se lancer dans des règlements de compte, dans des actes qui frisent le trouble à l'ordre public. Et en conclusion, nous disons que c'est un acte isolé posé par des sujets congolais qui ignorent les textes légaux. Il ne s'agit nullement de la vente des terres par des autorités ou par les responsables de ce pays. C'est une famille, comme je l'ai dit, au mépris des textes qui régissent l'occupation et l'acquisition des terres, à poser cet acte avec ce Rwandais, et une fois de plus, son acte est nul et de nul effet. Bien voilà, alors Franck Tchibinda, je vais commencer par vous. Un cas isolé, selon le préfet de la Bwenza, et d'autres pensent que ça a été un ballon d'essai pour justement voir comment les populations allaient réagir à cette occupation étrangère, dirait-on. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, Christian, pour cette opportunité que vous nous donnez une fois de plus de faire entendre la voix de la société civile en ce qui concerne cette question qui embarrasse les populations depuis un moment. L'OCDH est très préoccupé par cette situation de cession de terres au profit des Rwandais à des fins d'exploitation agricole sur une durée illimitée. Ce qui se passe à l'UTT, effectivement, j'ai suivi l'interview du préfet qui informe qu'il s'agit là d'un cas isolé
qui n'a rien à voir avec les fameux accords dont nous sommes tous en train de décrier. Nous, ce que nous pensons, je pense que tu l'as dit, pourquoi pas dire que c'est un ballon d'essai pour voir comment est-ce que les Congolais vont réagir face à cette affaire qui est gérée de façon tout à fait opaque. Pourquoi penser que c'est un ballon d'essai? Parce que on ne comprend pas qu'un citoyen rwandais, le préfet lui-même l'a reconnu, qui n'est pas établi en République du Congo, se retrouve, voilà, comme ça, à l'UTT, achète des terres, je ne sais pas, à un montant, le préfet a parlé d'1 million ou plus. Et donc, voilà, il débarque avec son matériel et puis, voilà, demander aux Congolais de déguerpir, voilà, d'arracher toute leur culture qui était là, manu militari. Bon, est-ce qu'on peut comprendre que ce soit un cas isolé? On se demande, mais nous, on pense que c'est peut-être, je reviens encore sur l'expression, un ballon d'essai pour voir comment est-ce que la population va réagir. Et dans le même sens, Franck, il nous a été rapporté que le Rwandais ou les Rwandais, parce que finalement, on ne sait même pas combien étaient-ils là-bas, mais ils avaient des tracteurs agricoles. Et là, on se pose la question, transporter les tracteurs agricoles jusqu'à l'UTT et dire que c'est un cas isolé, je crois que ça fait réfléchir. Effectivement, ça fait réfléchir. Là encore, ça montre un peu le système transparent de notre pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des étrangers se déplacent effectivement avec tout leur matériel sans pourtant que les autorités locales n'en soient avisées. Et voilà, les gens sont surpris qu'il y a des populations qui sont en pleurs, tout simplement parce que leurs terres ont été arrachées. On va dire ça comme ça, parce que le Rwandais, s'il avait acheté les terres appartenant aux femmes et aux hommes que nous avons rencontrés à l'UTT, parce que l'OCDH a réalisé une mission dans ce sens-là, ces derniers n'étaient pas visés. Donc, voilà, et les résultats que nous avons ramenés de cette émission sont un peu contraires à ce que le préfet qui représente l'État au niveau du département nous a fait savoir ce matin. Et voilà, donc on se demande qui dit la vérité. Est-ce que c'est la population qui a menti ou est-ce que c'est le préfet c'est le gouvernement, mais à travers le préfet. Et donc, voilà, il y a tout un flou autour de cette affaire-là et nous voulons tirer cela au clair. Évidemment, tout à l'heure, je vais me tourner vers Chris Dongui qui était sur le terrain, mais je reste d'abord encore avec toi pour une question parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, un étranger qui n'est pas établi, je ne sais pas si c'est au Congo ou à l'OTT, qui amène des tracteurs agricoles, se met à dévaster les champs et que le préfet en soit surpris en quelque sorte. Cela veut dire que ce monsieur pouvait aussi, ben voilà, se retrouver là-bas avec des armes. Tout le monde serait surpris de ce qui devait arriver. Mais revenons sur la mission elle-même. Quelles ont été les motivations concrètement lorsque vous avez initié cette mission? C'était pourquoi? Oui, je disais tout à l'heure que l'OCDH est préoccupé par cette situation. Et récemment, nous avons été alertés, et c'est même à travers les réseaux sociaux aussi que l'information a circulé. C'était donc des alertes des populations, des habitants donc de l'UTT sur la présence de ce Rwandais ou de ces Rwandais avec leurs engins. Et c'était pour nous des indices d'information. Il fallait donc qu'on dépêche une mission sur place afin d'enquêter et prendre des témoignages pour confirmer si effectivement les informations qui circulaient à travers les réseaux sociaux étaient vraies. Et voilà comment, tout récemment, nous avons dépêché une mission. Donc, il y avait Chris qui est avec moi ici. Il a été accompagné du chargé de monitoring de l'OCDH pour aller enquêter sur ce qui se passe à l'UTT. Ils ont été reçus, je crois que Chris pourra revenir là-dessus, ils ont été reçus par les autorités et après, bon, ils ont fait le terrain pour constater de visu ce qui se passait réellement sur le terrain. Donc, voilà un peu nos motivations. Nous sommes l'observatoire, un observatoire des droits humains et c'est donc dans le cadre de notre mandat que nous avons eu à réaliser cette mission afin que nous puissions
comme nous savons bien le faire, apporter notre assistance aux populations qui sont meurtries par les actes, j'allais dire, antipatriotiques de nos gouvernants. C'est vous qui étiez sur le terrain. J'ai bien envie de savoir avec vous qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain. Mais dans un premier temps, lorsqu'on parle de ce Rwandais qui avait des tracteurs, est-ce que c'est le même qui a dévasté tous les champs ou bien comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Ils étaient nombreux? Il est seul? Non, en arrivant sur le terrain, comme le directeur l'a su le dire, nous nous sommes rendus d'abord pour présenter, se présenter auprès du maire de la communauté locale, et ensuite nous avons poursuivi notre mission. Mais il s'avérait au niveau de la population, ce Rwandais n'a pas, des tracteurs ne sont pas venus avec des tracteurs, et ces Rwandais n'ont qu'utilisé les tracteurs appartenant à l'État qui sont stationnés au niveau de Bouansa. Et je pense que ces tracteurs-là sont loués. Et quand vous allez pour louer ces tracteurs, il y a un motif. Et puisque c'est l'État qui gère, et selon les dires de certaines indiscrétions, que dirait qu'il y a la famille proche d'une autorité qui serait également complice dans la zone de ce qui s'est passé à l'UTT sur les terres de Kinshasa. Puisqu'on peut pas se dire trois Rwandais, là on parle d'un sujet, mais le rapport qu'on a promis mettre à notre disposition, qui n'a pas d'ailleurs été mis à notre disposition, parlait de trois sujets rwandais. Et là, le préfet parle d'un sujet rwandais, alors que ces trois sujets rwandais, selon les dires, ont été conduits dans les locaux de la CID, l'ex-DGST. Alors qu'une affaire de cette envergure, cette affaire devait normalement être rendue publique, puisque la population s'est lamentée, c'est tout le monde qui en su, notamment la communauté nationale et la communauté internationale sur ce qui se passait. Oui, pardon, Chris Belvidongui. Lorsque vous parlez de c'est ce que vous avez semblé dire tout à l'heure, c'est qu'il doit y avoir aussi, il doit y avoir une complicité d'une certaine ou de certaines autorités, même si vous n'avez pas cité les noms. Mais ceux qui vous ont parlé de cette complicité, ils vous n'ont pas non plus cité les noms? Mais la population indexe le ministre Mabundu. La population indexe l'ancien ministre de l'Agriculture. De l'Agriculture, pour dire que ses parents sont complices de ce qui s'est passé dans cette zone-là, puisque les Kinshasa, c'est le village natif du ministre Mabundu, ceux qui savent, qui connaissent bien la Bouenza. Et donc, on dirait qu'il y a une complicité, notamment de cette famille. Et il y a une mémoire dans cette histoire. C'est parce que la population a vite réagi. Mais ce n'est pas qu'à l'UTT que ce problème-là pose un problème. Partout ailleurs, aujourd'hui dans le département de la Bouenza, nous retrouvons des zones qui sont déjà occupées par des Rwandais. Oui, mais alors s'il y a implication des familles, parce que c'est là qu'il faut aussi qu'on fasse un peu de nuance. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce qu'on est là dans le dossier des accords passés entre Denis Sassou Nguesso, la vérité c'est ça, on dit le gouvernement congolais et Paul Kagame, ou bien c'est des Rwandais, comme a dit monsieur le préfet de la Bouenza, des sujets rwandais qui sont venus acheter des terres à des particuliers, même si cela est interdit par la loi, parce que normalement l'acquisition des terres rurales par un étranger non établi au Congo est de nul effet, et cela est interdit. Mais je veux simplement savoir, est-ce que nous sommes dans le cadre, bien sûr, des accords passés entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda, ou bien ici nous sommes dans un autre cas où les Rwandais, c'est-à-dire des étrangers, sont venus acheter des terres chez des Congolais? Ce qu'on peut retenir de cette affaire, tout à l'heure on a parlé du caractère opaque des accords qui sont signés entre le gouvernement congolais à travers le ministre Denis Sassou Nguesso
est-ce que c'est dans le cadre de ces accords qu'on est en train d'observer ou de nous signaler la présence des Rwandais, pas seulement à l'OTT? On se demande est-ce que c'est une coïncidence parce que même du côté de l'Udima aussi, nous avons eu des alertes qu'on a aussi remarqué la présence des Rwandais. Donc, on se demande est-ce que c'est dans le cadre de ces accords que les Rwandais sont déjà en train de s'installer dans ces zones-là, ou bien c'est de façon pour emprunter les mots du préfet Jules Mokalantumo, est-ce que ce sont des cas isolés? On se pose la question. Mais je pense que s'il faut pousser notre réflexion un peu plus loin, on se rend compte que nous sommes effectivement dans le cadre de l'exécution de ces accords. Pourquoi je le dis? Parce que cette affaire, depuis le début jusqu'à maintenant, n'est pas claire. Voyez-vous? Cette affaire n'est pas claire, c'est-à-dire c'est pas clair. Le gouvernement ne communique pas assez. Et voilà comment ça a créé de la psychose au niveau des populations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se demande sur quelle base ces zones qui vont être attribuées aux Rwandais ont été identifiées. Est-ce que le clip a été fait? Le clip, c'est le consentement libre, informé, préalable des communautés. Est-ce que des communautés ont été consultées préalablement afin que nous sachions qu'effectivement ces terres, sinon la mise en œuvre de ces accords, seront réalisées dans telle ou telle zone. Et donc, du coup, les populations sont dans cette psychose-là, ce qui fait que la moindre présence d'un sujet étranger dans une communauté peut être considérée comme étant la mise en œuvre de ces accords. Voilà. Et le problème, il est à ce niveau. Pourquoi le gouvernement ne communique-t-il pas sur cette affaire-là? Pourquoi ne nous dit-on pas que voilà, les 120 000 hectares, je ne sais pas combien d'hectares, parce que chaque jour, ça augmente. Pourquoi ne nous dit pas que voilà, c'est à Ludima, c'est à Madingu, ou je ne sais où. Il faudrait bien qu'on nous dise. On veut bien aussi que le gouvernement puisse communiquer sur cette affaire-là afin que les populations puissent prendre des dispositions. Malheureusement, cela n'est pas fait. Et donc, vous êtes en train de dire, il se pose donc un problème de communication, mais aussi de transparence dans ces accords qui ont été passés entre le Congo, Brazzaville et le Rwanda. Effectivement, ce sont des accords qui sont nuisibles pour les Congolais. Voilà, je parcours à chaque fois le contenu de l'accord cadre parce que c'est le seul accord qui est rendu public jusque-là, mais quant aux autres accords subséquents, ne sont pas encore rendus publics. Mais quand vous lisez l'accord cadre, vous sentez que c'est une vraie arnaque. En fait, la population, une fois de plus, va se retrouver dans un pétrin qui, on ne sait pas, prendra fin à quelle date parce que c'est un accord sur une durée illimitée et donc on va assister à la présence des sujets rwandais sur nos terres qui vont exploiter avec toute l'opacité possible nos terres jusqu'à ce que, je ne sais pas, des générations futures peut-être pourront mettre fin à cet accord-là. En tout cas, comprenez que c'est une affaire qui nous dépasse et nous notons là le manque de sérieux de la part de nos autorités qui prennent cette affaire à la légère alors que depuis un moment, nous avons sonné le tocsin en écrivant au président de la République en lui demandant respectueusement de se retirer de cet accord qui ne nous honore point. Mais malheureusement… Et qu'est-ce que ça donne d'ailleurs pendant que vous abordez ce volet, vous avez écrit au président de la République pour lui demander de retirer ces accords. La réponse a été quoi? Mais nous n'avons jamais été écoutés, si je peux dire ça comme ça, parce que la mise en œuvre de ces accords-là se poursuit. Le président ne nous a pas entendus. Et alors que nous avons relevé dans ces accords-là un certain nombre d'irrégularités, voilà, malheureusement. On peut les rappeler à nos téléspectateurs, les irrégularités que vous avez relevées? Oui, tout à fait, tout à fait. Nous avons écrit, c'était depuis l'année passée, une lettre verte que nous avons adressée, c'était le 10 mai 2022. Nous avons adressé une lettre verte au président de la République, demandant simplement la rétractation du Congo à cet accord cadre qui a été signé entre le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais.
Parmi les irrégularités que nous avons identifiées, il y a donc la cession des terres qui ne s'est pas faite selon les dispositions de la Constitution de 2015. Qu'est-ce qu'on nous dit à l'article 219? Il est clairement écrit que nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire national n'est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum. On parle bel et bien de la cession de plusieurs hectares de terre, mais ça devrait se faire avec le consentement des populations qui devraient se prononcer par voie de référendum. Ça n'a pas été fait. Ça, c'est donc la première irrégularité que nous avons identifiée. Et la deuxième, les accords subséquents ne sont toujours pas rendus publics. Les investissements négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence. Pourquoi il n'y a pas eu de concurrence? Est-ce qu'il n'y a que le Rwanda qui détient l'expertise qu'il nous faut pour développer l'agriculture dans notre pays? Et ça aussi, c'est un problème que nous avons dénoncé. On a bien voulu, si effectivement nous voulons développer le secteur agricole dans notre pays, qu'on lance un appel à concurrence, que plusieurs pays se prononcent, plusieurs investisseurs devraient se prononcer. Pourquoi avoir fait un choix de façon délibérée, un choix unilatéral, et on choisit un partenaire qui ne nous honore point, qui n'a pas une bonne image au niveau de l'Afrique centrale aussi. Nos amis de la RDC, chaque jour, ne cessent de revenir sur cette affaire-là. Et donc, pour nous, ça n'a pas été un bon choix et nous avons donc demandé au président de la République de se retirer purement simplement de cet accord. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous apprenons que les Rwandais vont bientôt, peut-être qu'ils sont même déjà là, on a signalé leur présence un peu partout dans le pays et ça nous inquiète. Évidemment, donc, vous disiez là des accords qui, de bout en bout, violent la constitution congolaise. Vous avez rappelé l'article 219, il y a 217 aussi, 53, 44, article 5 pour ceux qui voudront bien sûr aller consulter évidemment la constitution congolaise du 6 novembre 2015 pour mieux comprendre ce qui se passe. Alors, Chris Belvidongui, je reviens vers vous, vous qui étiez sur le terrain, bien entendu. Quelles sont les zones que vous avez visitées et qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Nous avons visité la zone de Madingu, là qu'il y avait l'ex-Socofrance. Vous allez constater qu'il y a même des maisons érigées déjà de ces Rwandais. Il y a la zone notamment vers Yomba également qui est déjà occupée. De l'autre côté du Niadi, non loin de là qu'il y a eu des appels de ces mamans, ou même ces derniers aujourd'hui ont déjà même, je vous informe que ces derniers ont déjà fait une récolte, ont déjà récolté du soja. Donc c'est pour dire que quand le préfet dit que c'est des cas isolés, non, c'est dans la mise en œuvre carrément de cet accord qui est anticonstitutionnel. Et monsieur le directeur était clair. Lorsque vous parlez, pardon, Chris Belvidongui, lorsque vous parlez des maisons de ces Rwandais qui sont déjà, vous parlez là d'une base, une base vie, c'est ça? C'est-à-dire, ils se sont déjà installés quelque part pour commencer leur travail, c'est ça? Mais après, vous nous dites également qu'ils ont déjà expérimenté du soja. Ça veut dire qu'il y a longtemps qu'ils sont là. Ben évidemment, la récolte, disons, la plantation du soja, ceux qui connaissent l'agriculture, je pense c'est 6 mois. Et donc, quand on fait aussi l'essai de la terre, il faut faire notamment les analyses de ce sol. Donc, ils sont là depuis longtemps. Hein. C'est pas, je pense que ça dure de une année où ces derniers sont déjà sur nos terres, en train déjà d'exploiter ces terres, hein, au détriment, je dirais, des nationaux, puisque certains de ces zones ont été occupés par hier a été occupé par des nationaux, mais ces nationaux-là ne sont plus sur ces terres-là. La début était là, mais subitement moi pas mokaka ba caractère me commencer de chercher ba ichi ba caractère me luta ba kuma ngo te ba bakaya o betala ka bitivia
Bilangi me vande banguba. Bele katula banguba. Banka na kunya yela. Na yin me yela. Na yin me yela vengi katula. Mina le mke mansu katula. Mina na baba na fasu mke vande. Yake na nyongu sabeto. Zuema ben si ben ke nam na ngolo na kunwani ni beto. Ben kaka que ça va facile que ça dit beto. 2 ans. Donc 3 ans na ku sauvegarder ba bi ma beti vanda na yao. Ne ba me kuizi mbala kataka vaccine ti ben katula. Bon, en supposant singe ke na bilanga zole na toto yina. Ina le ba ke manis na ku burenge ya ba singe ke vanda na ku dikis pa bana na ku sauvegarder ba bana na foyer ngi ke na yao. Tandis que ba me pesi beti na ku nyonga minga. Banzenzi ba se lutila valeur na boile par rapport na bet mos ke na boile. Mambo kaka ningi na kona nyonga sabi. Ana sala bet passe. En plus a jardin oui ba ke bi sala bet peta teta avec lila vina ba jardin avec lila na banka. Bete dire là na bango, bete dire là na bankasa. Jardin la tete bet ke tala bet évolution. Ako avec les polices bet vina jardin la tete. On a l'axe le grand ranch de Massondy, hein, ceux qui connaissent là, qu'il y avait Sonnel, la Sonnel, donc le grand ranch du Congo, qui aujourd'hui cédé à ces Rwandais qui ont déjà commencé à exercer sur les lieux. Ça, c'est les populations qui le disent. Donc, c'est triste de constater que la façon dont voilà, nos autorités se comportent, parce que en foulant au pied, ce qui est encore pire, en foulant au pied cette constitution qui a été, où il y a eu beaucoup de grincements de dents, pas seulement beaucoup de coulements d'encre et du sang également. Donc, et lorsque vous avez rencontré ses parents, j'allais dire les mamans et autres, l'étendue des champs qui ont été dévastés, c'est assez important ou c'est juste une partie qu'on peut récupérer, c'est ça? Mais c'est important parce que quand on parle notamment sur la fameuse cessation, je sais pas, de ce terrain, c'était de 100 hectares, mais quand on arrive sur les lieux, la façon dont l'axe que nous avons visité, vous allez voir les images. Ça part notamment de l'UTT jusqu'au bord du Niari. Et quand les populations nous disent c'est plus de 204 hectares, plus de 204 hectares. Parce que maman me fait une cousin si Niari. Pour ça elle a connu ma place à peine, puis n'a de quoi ne me vous. Pour qu'on n'y ait une éthique na barouangi. Bon, de mes deux maman qui c'est la faute de ça. Y'a que veut bien, c'est que nous savons. Vrai souci mais parce que dès que l'activité dia vient à jardin, bitiki dia na bilang bitiki sala. Bankasa, banguba, bankaba. Et nous aussi na kachuba mbala. De mettre bitiki jardin, bitiki vivre na jardin. Bitiki vivre na bien bitiki. Et donc, quand on prend plus de 204 hectares, il y a que cet axe-là, mais il y a un autre axe encore où ils exploitent, où ils utilisent même la main-d'œuvre nationale. Et ce sont eux qui fixent même les prix pour, disons, payer ces gens-là qui sont entretenus journalièrement avec une somme de 2000 francs. Et donc, lorsque vous avez rencontré, je reviens là sur les populations de cette localité qui ont décrié d'ailleurs, tout à l'heure je l'ai rappelé, hein, les champs ont été dévastés. Nous sommes pratiquement en période scolaire. Après, bon, il faut qu'on se pose la question de savoir comment vont faire ces mamans pour prendre en charge la scolarité des enfants. Est-ce que la question a été, vous avez échangé autour de la question? Évidemment, c'est aujourd'hui, connaissant la réalité aujourd'hui de nos universités, notamment de nos écoles au Congo-Brazzaville, nous avons bon nombre des étudiants qui viennent de ces axes-là, dans la Bouenza et autres. Et quand ils arrivent ici à Brazzaville, notamment, nous savons que l'université, notamment les centres de l'université, nombreux sont Articom. Et donc, ces derniers sont obligés de prendre des studios et autres. Et ces studios sont pris en charge par ces mamans-là qui font une agriculture qui est pas à grande échelle. Donc, ils nourrissent des familles avec ça, ils entretiennent, ils se soignent avec ça.
Mais aujourd'hui, ces mamans disent que vont-ils devenir demain? Ah, en passé. Là, il est en train de nous faire marcher pour les arriérés, non? Arriérés, arriérage, comme même ils appellent ça. Hein? Là, on me doit combien? 47 mois d'arriérés. Ça, c'est la crève. Oui, la crève. J'ai fait rien que la reconstruction de la carrière. Je l'ai attendu pendant 29 mois. Tu t'imagines? 18 mois, c'est après 18 mois que j'ai la pension. Mais même là, vraiment, c'est un miracle de Dieu parce que il y a certains de 2015 qui sont sortis en 2015, qui n'ont pas leur pension, qui attendent les reconstructions de la carrière. Il y a certains qui sont sortis en 2016, qui jusque-là n'ont pas la pension. Ça, c'est des droits, les gens ont cotisé et tout. C'est compliqué. Là, lui, quand il avait décidé avancement sans effet financier. Mais nous avons peiné. Moi, qu'on avait laissé au deuxième échelon, donc c'est un salaire de 105 000. Plus, ça devient 112 000. Et ces enfants-là ne voyant plus être soutenus par ces mamans-là, ces enfants-là deviendront peut-être des bébés noirs. Comme aujourd'hui, on a pris l'allure exécuter, de faire des exécutions extrajudiciaires sur ces enfants-là. Donc, ces enfants-là seront abandonnés et demain, ils vont être des délinquants de grand chemin. Donc, ces mamans-là disent qu'ils n'ont plus quelqu'un à se vouer puisque l'État, qui devait normalement les sécuriser, l'État ne les sécurise pas, l'État les abandonne totalement. Donc, c'est l'attitude dont le gouvernement congolais a emprunté pour faire souffrir la population, disons, à l'avantage des sujets étrangers. Voilà. Alors, Franck Tchibinda, lorsque vous suivez Chris Dongui, je ne sais pas quel sentiment cela vous donne. On parle d'une expérimentation déjà du soja, on parle des bases vie qui sont déjà installées, on parle des Rwandais, ce n'est plus un Rwandais. Et les zones qu'il vient de citer, finalement, on parle de Madingou, Tété, un peu partout ailleurs. Est-ce que, lorsque vous comparez cela à l'interview donnée par le préfet de la Bwenza, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, c'est une fois de plus un cafouillage de la part de nos autorités qui brillent par ces mauvaises habitudes de prendre les populations par surprise, en fait. Je disais tout à l'heure que ces accords qui n'ont pas été conclus de façon tout à fait légale, mais aussi la mise en œuvre est en train d'être faite de manière à ce que les gens n'aient pas le temps de se défendre. Donc, ils sont en train de nous prendre au dépourvu comme ça pour que, ben voilà, ils arrivent à exécuter leurs accords. Et donc, du coup, ce que ça nous inspire, c'est que le gouvernement, par le truchement du préfet, bien sûr, est en train de faire une communication juste pour vouloir, une fois de plus, je dirais, leur mauvaise foi dans la gestion des affaires de l'État. Et c'est comment je peux dire ça? Donc, une manière pour le préfet de camoufler l'information, d'essayer un peu de berner les populations afin que ces dernières ne se soulèvent peut-être pas. Et voilà, c'est pas... Oui, c'est finalement une question qui échappe à tout le monde. Alors, Chris... Effectivement, on n'a pas vraiment des mots. On n'a pas vraiment des mots pour qualifier cette façon de faire parce que on se dit si on est vraiment dirigé par des gens qui aiment ces populations ou bien nous sommes dirigés par voilà, des gens qui ne voient que leurs intérêts. On n'a pas vraiment des mots pour qualifier ces comportements que j'allais dire inhumains et qui violent sans cesse les droits des populations et des communautés.
Voilà, alors donc nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Chris Belvi-Dongui, il a été également signalé un cas d'abus sexuel dans cette localité. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Effectivement, il y aurait, entre guillemets, un cas d'abus sexuel. Et ce qui reste à savoir sur le PV fait par les officiers de gendarmerie, est-ce que ce cas figure-t-il dans ce PV? Puisqu'il y a un PV, on dirait que ces gens-là ont été conduits au niveau de Brazzaville, notamment à la CID, la CID, l'ex-DGC. Donc, on ne peut pas les conduire comme ça, manu militari. Ils doivent d'abord être écoutés par l'officier de cette zone-là qui les a écoutés. Et il y a un rapport. Donc, est-ce que dans ce rapport, le cas de cette dame où on dit qu'il y a eu un abus sexuel figure, point d'interrogation. En fait, que se serait-il passé concrètement? Nous avons voulu contacter cette dernière, mais malheureusement, on nous dira que cette dernière ne vient que faire des sons. C'est une dame ressortissante du Poul. Bon, sûrement, elle avait pu peut-être quitter le territoire avant notre arrivée. Et donc, on n'a pas pu faire le monitoring exactement sur ce cas-là. Mais, et qui aurait abusé de cette dame? On dira que c'est censé sujet rwandais. Malheureusement, on nous parle d'un sujet alors que en écoutant les autorités locales, ils nous ont dit que c'était 3 sujets rwandais. Mais malheureusement, le préfet nous parle d'un sujet. On ne sait pas qui dit la vérité, qui dit le mensonge. Mais on sait que la population dit toujours la vérité. Que la population ne peut pas mentir puisqu'ils sont là pour défendre leurs intérêts. Voilà. Merci. Alors, Franck, nous allons boucler cette émission, mais avec ce dernier volet, bien sûr. Et là, nous allons nous rendre à Pointe-Noire, où il se passe aussi un problème, j'allais dire, de terre. Je crois que c'est hier ou avant-hier, les populations du quartier Mengo, nous sommes là donc à Pointe-Noire, je crois, après Mongonkamba. C'est bien ça. Alors, les populations ont été délogées, des dizaines bien sûr, hein, des familles ont été délogées de manière militari, une équipe accompagnée des hommes en armes, et pour leur demander de déguerpir. Et la zone aurait été vendue à un sujet étranger aussi, Amadou Nyangadou, je ne sais pas si vous le connaissez, le protégé d'Antoinette Sassou Nguesso, l'homme qui gère toutes les importations alimentaires ou presque de Pointe-Noire. Je connais très bien le monsieur. Alors, ici, on nous dit que c'est une décision de justice qui a été exécutée. Et lorsqu'on connaît bien entendu ces affaires des parcelles à Pointe-Noire et une justice, je ne veux pas trop abuser dans les mots, mais tout le monde comprend de quoi je veux parler. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Vous avez été informé de ces faits-là? Et qu'en est-il concrètement? Oui, je voudrais d'abord revenir rapidement sur les accords entre le Congo et le Rwanda, juste pour je vous en prie, oui. informer les populations que le CDH ne va pas rester là. Nous avons prévu de déposer une plainte au niveau du tribunal de grande instance de Brazzaville, mais aussi on est en train d'examiner la possibilité d'aller même jusqu'au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme. Et nous aurons aussi au niveau de la Cour constitutionnelle une requête en vue de l'annulation de cet accord-là. C'est pour autant dire que des actions judiciaires vont être menées puisque nous n'avons pas été entendus par le président de la République compte tenu de lui avoir adressé cette lettre ouverte. Et donc, ils seront poursuivis. Nous allons poursuivre les autorités. Ces accords qui sont en violation de l'article 44, pardon. Pour autre trahison, c'est ça? Effectivement, quand vous lisez l'article de la Constitution, c'est clair, on dit tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation de tout ou partie de ses propres moyens d'existence tirés de ses ressources naturelles ou de ses richesses est considéré comme crime de pillage et puni par la loi. C'est un crime de pillage.
Et donc, nous sommes en train de voir avec nos avocats comment intenter une action en justice concernant cette affaire. Maintenant, au niveau de Pointe-Noire, effectivement, nous avons vu les images concernant les familles qui sont en train d'être dépossédées de leurs terres, de leurs parcelles, tout simplement parce qu'il y a un certain Nyangadou qui serait le propriétaire de ces terres. Une fois de plus, nous assistons là à un manque de considération de la part de nos autorités, parce qu'on ne peut pas comprendre un multimilliardaire comme Nyangadou, pourquoi seulement l'installer là au milieu de la ville, alors que quand on voit la superficie du Congo, ce ne sont pas des espaces qui manquent pour installer ces gens qui ont beaucoup d'argent. Et bon, d'ailleurs, pardon, Franck, lorsque vous dites ça, pardon Franck, je tente un peu de vous arrêter. Pendant que vous êtes en train de le dire, il faut signaler que ces populations vivent dans ce quartier depuis des décennies. Mais oui, Christian, moi j'ai vécu dans ce quartier. Moi, j'ai vécu à Mengo. Je connais bien cette zone. J'ai vécu là-bas pendant plusieurs années. Et donc, aujourd'hui, ça nous fait mal de voir comment ce que des citoyens congolais sont en train de souffrir. C'est des parcelles qu'ils ont acquis au bout des efforts, des multiples efforts qu'ils ont eu à fournir. Et aujourd'hui, parmi ces populations, vous avez des retraités, vous avez voilà, des gens qui se sont débrouillés pour avoir un lopin de terre. Et aujourd'hui, voilà, il y a un monsieur Nyangadou qui sort voilà, pour venir récupérer, soi-disant, la partie qui n'avait pas été récupérée. Même si c'est sur une décision de justice. Mais de quelle justice parle-t-on? La même que le président disait qu'il y avait le fruit, et plutôt le verre dans le fruit, c'est cette même justice-là. Non mais attendez, de qui se moque-t-on? Voilà. Et même si c'était vrai, même si ces terres-là appartenaient à Nyangadou, mais est-ce que c'est de cette façon-là qu'on peut expulser les gens? Ce n'est pas de cette façon. Est-ce qu'ils sont obligés d'appliquer la violence? Et comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est le seul endroit où on peut installer ce monsieur-là, même s'il est le protégé de la première dame? Mais ça ne se passe pas comme ça. Pointe-Noire, aujourd'hui, c'est une grande ville. Et cette zone-là, on dit que ça appartenait à l'État. L'État avait, je ne sais pas, on dit, mais attendez, voilà, c'est la vie des populations qui est en danger. Et nous partageons la souffrance des populations, de voir comment ce qu'ils sont en train d'être déguerpis, alors qu'ils ont acquis, comme je disais tout à l'heure, ces terrains sur la base des efforts qu'ils ont eu à consentir. Il y a eu des sacrifices qui ont été faits pour que les parents achètent des terrains là-bas, construisent des maisons. Et aujourd'hui, vous allez demander à un monsieur retraité de sortir de là, sans pourtant qu'il ne soit réinstallé ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer par la suite si ce ne sont des crises d'AVC que nous allons enregistrer auprès de ces populations-là? C'est vraiment regrettable de voir ce que font nos autorités. Et jusque-là, personne ne communique. Encore là, il y a aussi un autre problème de communication. Aucune communication de la part du gouvernement concernant cette affaire, alors qu'on voit les images, comment est-ce que les gens sont en train de souffrir là-bas. Et voilà, comme réponse, on envoie un bataillon des militaires pour aller mater le peuple, qui ne fait que revendiquer leurs droits. Et ça, c'est en violation de l'article. Mais l'article dit ceci: toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Et nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Et ce qui se passe là, c'est de l'arbitraire. On est en train de priver des citoyens de leur propriété. Et ça, c'est une violation grave des droits humains. Et lorsqu'on sait que 70, sinon plus de 70% de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté, soit à moins d'$1, et des populations installées comme ça depuis des décennies, on vient les déguerpir, en envoyant bien sûr, vous avez dit, des soldats qui ont tiré, je ne sais pas si c'est en l'air qu'ils tiraient, mais on a vu. Écoutez, on est en train de tirer. Le Congo, on a pas. On est en train de tirer, on est en train de tirer. Ça, c'est quoi ça? Hein, ça, c'est quoi ça? Un pays qui n'a pas de président, ça, ce n'est plus un pays ou quoi? Hein? Vive-le, on le fait en mouton. Awa na Mengo péage
population de Sukawa, Nyangani nous a cassé Baïs. Donc, population qui est déterminée, ou bien faut avoir foi. On y a un dou. Affrontement, va Congolais, na Malien. Ngeza jidwaina ya niwe tuna fosi fosi abeche yange na school ana nwa bieko ile malba hein bébé ay mo experience bengela le la côté bengela la côté bengela la côté ça c'est Sassou maintenant Sassou et son gouvernement et sa femme aussi. Oh. 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 Toute la zone là, on a cassé les maisons dures. Là-bas, c'était pour le neveu d'un général, on a laissé l'école privée. On n'a pas cassé. Le pouvoir en place. Oh! Oh! Mais tu vas me casser Venizo. Oh! Et de plus en plus, les Congolais se sentent finalement étrangers dans leur propre pays. C'est très curieux. Chris, vous nous disiez qu'il y a eu des interpellations. C'est bien cela? Évidemment, il y a eu bel et bien des interpellations sur les lieux. Lesquels ont été interpellés? Ceux qui ont été les populations ou bien ceux qui sont venus casser là? Ce sont les propriétaires de ces parcelles qu'on a cassées. Et ce qui me fait encore mal, j'ai vu dans une vidéo, je vois des enfants de 5 ans où il y a un monsieur qui leur demande, vous allez passer la nuit où? Les enfants ne savaient pas. Bébé, allez moi expérience. Bengela la côté. Bengela la côté. Bengela la côté. Bengela la côté. Regardez dans le traumatisme dans lequel ces derniers, la force publique, elle est censée veiller à l'intérêt général. C'est ça le principe d'une force publique républicaine. Elle veille à l'intérêt général. Mais qu'est-ce qu'on voit au Congo? Cette force publique ne veille pas à l'intérêt général. Plutôt, elle est là pour, disons, matraquer les populations. C'est ce que nous avons vu au niveau de Mengo. Voilà. Alors donc, si j'ai bien compris, pardon Chris, si j'ai bien compris, les citoyens ou les familles qui ont été délogées, dont les maisons ont été démolies, en dehors de cela, on les a encore interpellés, donc amenés quelque part, ils ont dû passer la nuit quelque part. Sûrement, il reste à savoir est-ce qu'ils ont été libérés, parce que il y aurait une communication sur ça. Il y aurait une communication notamment du préfet du département, puisque c'est lui l'autorité administrative, et notamment du responsable des forces de police sur ce sujet, puisque ce sujet a fait couler beaucoup d'encre. Nous avons vu dans les médias. Mais moi, ce qui me fait très mal, nous sommes à l'orée de la rentrée scolaire. Imaginez, dans ce secteur, il y avait combien d'élèves? Nous sommes à l'orée de la rentrée scolaire. Et la question que je pose, là, je le pose au président Denis Sassou Nguesso. Est-ce que si ça aurait été ses enfants, ses petits-fils qui seraient mis dans cet état, est-ce que seraient contents de voir ses enfants? Là aussi, il y a quelque chose qu'il faudrait que nous alertons. Le quartier chic, on me dirait que ce quartier, entre guillemets, a été vendu auprès des Turcs. Mais il y a un autre problème qui se prépare. Finalement, c'est tout le Congo qui est en train d'être vendu. Alors, je vais laisser donc... Est-ce que c'est normal que nos compatriotes qui se disent, je le dis, être président de la République n'est pas un droit, être ministre n'est pas un droit. C'est vous assumez des fonctions, des hautes fonctions, il y a des privilèges pour ça. Mais nous avons tous les mêmes droits dans ce pays.
Et la justice, elle est là pour veiller sur l'équité, l'égalité. Le préambule est clair sur ça de la Constitution. Mais pourquoi on ne respecte pas? Pourquoi on ne respecte pas? On doit respecter ce qu'on a voulu. Parce que c'était ça la bonne Constitution. En 2015, je me rappelle, j'ai fait la prison pour ça, pour avoir dit non à cette Constitution. Mais les gens disent que c'était le PCT, les acteurs du PCT, certains acteurs qui ont soutenu cette Constitution, ont dit que cette Constitution était bonne. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à respecter, on nous foule aux pieds. Pour quelle raison? Et c'était juste parce que quand on voit en bas, qu'est-ce que cette Constitution dit? Je dois le lire pour que la population congolaise comprenne que ceux qui sont à la tête de ce pays, ce sont eux les violeurs des lois. Puisque la Constitution nous dit quoi? Condamne les coups d'État, l'exercice de la tyrannie du pouvoir et l'usage de la violence politique comme moyen d'accession au pouvoir ou de sa conservation. Mais qu'est-ce qu'on voit au Congo? C'est la tyrannie. On conserve le pouvoir comment? C'est en intimidant les acteurs de l'opposition, en incarcérant nous qui sommes de la société civile, les activistes. Mais nous ne faisons que parler de ces textes-là qu'ils n'arrivent pas à respecter. Nous leur rappelons nuit et jour. Mais c'est à cause de ça. Voilà pourquoi nous allons tout le temps en prison. Parce que nous sommes du côté de la population. Est-ce un crime de défendre son pays? Donc, mais malheureusement, nous n'allons pas abandonner, je le dis, on va continuer. Parce que le Congo, c'est notre patrie, c'est une nation que nous avons en commun. Nous avons tous les mêmes droits, nous avons tous les mêmes devoirs dans ce pays. Et en tant que citoyen, je ne vais pas cesser de monter au créneau pour faire en sorte que nous puissions rétablir la justice qui doit être équitable et une justice égalitaire pour tous les citoyens congolais. Merci. Merci Chris Belvidongui. Alors, on est en train de conclure. Je vous laisse 2 secondes. Franck Tchibinda, je rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH, et donc après, ça sera l'AFA. Qu'est-ce que vous avez à dire en termes de mots de la fin? Merci beaucoup, Christian. Notre indignation face à la situation que subissent les habitants du Mengo au péage là-bas à Pointe-Noire. Vraiment, l'indignation est là. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, Chris, tout à l'heure, vous avez senti, j'allais dire, la force avec laquelle il a marqué aussi son indignation. Et donc, je dirais simplement, comme pour mot de la fin, l'article 41 de la Constitution dit ceci: tout citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable, et a le devoir de le défendre. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons le devoir d'être aux côtés des citoyens. Et donc, l'OCDH va être aux côtés des citoyens. Ensemble, nous allons mener des démarches pour défendre cet environnement-là. Chris a tout dit. Quand il parle des enfants qui sont abandonnés, alors que l'école commence dans quelques jours, des parents sont dans une situation de détresse. Le gouvernement, les autorités, personne n'en fait état et nous ne sommes qu'indignés. Et donc, voilà ce que je peux dire à la fin de cet espace que tu nous as donné afin que nous puissions nous exprimer concernant les problèmes que vivent les Congolais. Merci beaucoup. Merci Franck Tchibinda. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH. Merci Chris Belvidongui, militant des droits humains, membre du mouvement Ras-le-Bol. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur TELAR TV. Mesdames, Messieurs, vous avez probablement compris que c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Juste vous rappeler les petits gestes qui comptent pour nous, bien entendu, de cliquer sur le petit pouce en l'air en bas de cette vidéo et partager au maximum cette émission. Ainsi, vous nous aiderez à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Quant à ma voix, je vous l'ai dit d'entrée de jeu,
un petit cafard est passé par là, mais le devoir nous appelle. On ne va pas arrêter le travail. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.